dire que je suis fier du partenariat qui nous lie à l'AFMAPAT. C'est un partenariat qui est constructif, fructueux et bénéfique pour tout le monde. Donc on m'a demandé de vous traiter le pointeur, s'il vous plaît. Voilà, donc je voudrais remercier aussi mon ami Joël Birnbaum de Marseille qui m'a permis de travailler cette présentation avec elle et de vous la présenter. Alors, on m'a demandé de vous faire quelles sont les hypersensibilités aux antibiotiques autres que les bêta-lactamines. Alors, quels sont les antibiotiques autres que les bêta-lactamines qui nous intéressent? Ce sont les macrolides apparentés, les quinolones et quinoléines, les sulfamides et les glycopeptides. Alors les macrolides, donc on les classe en trois. Vous avez les macrolides 14 carbone, 15 carbone, 16 carbone. Alors notamment celle qui attire l'attention en ce moment, la star des macrolides, c'est l'azithromycine, donc qui après 27 ans, donc elle est toujours là. Et de quelle manière? Donc l'allergie aux macrolides est extrêmement rare. Ça c'est un point important. Les tests cutanés aux macrolides sont non validés. Alors tout ce que Leïla vous a raconté, vous l'oubliez pour les macrolides. Ça sert à rien. Et qu'il n'y a pas d'allergie de classe. Donc vous avez la possibilité de régler le problème immédiatement au cabinet. Donc en passant d'une classe à une autre. Et là, le test standard qui va être dont on aura besoin, c'est le test de provocation orale que vous pouvez faire au cabinet. Donc ces familles, les macrolides, donc à 14, 15 et 16 atomes, et vous avez les apparentés qui sont les synergistines, dont une que vous connaissez bien qui est la prestignamycine, la fameuse biostacine, et les lyncosamides, le clindamycine, la lyncosine et la dalacine, donc vous les connaissez, et les kétolides qui ont disparu de la circulation, la téléthromycine. Il y a un produit qui s'appelle Ketet 400 qu'on a retiré en 2018. Alors voilà les macrolides 14 carbone, c'est l'érythromycine, la clarithromycine, que vous connaissez bien, et la roxythromycine. Les 15 carbone, c'est l'azithromycine, donc que vous utilisez en ce moment pour le Covid. Et puis les 16 carbone, c'est la spiramycine, josamycine, décamycine. Alors là, dans cette étude, on a montré que ça ne servait à rien, donc que les tests cutanés n'étaient pas très performants, mais par contre, le test de provocation orale permettait d'exclure une allergie aux macrolides dans 92% des cas. Donc il faut aller directement au test de provocation. Et là, ce sont deux observations qui vous montrent que vous pouvez passer d'une classe à une autre sans aucun problème. Vous avez un cas clinique d'un homme de 43 ans qui était allergique à l'aspiramycine et on lui a redonné, donc après test de provocation, il a fait un accident chez le dentiste avec le métronidazole, donc il a repris le métronidazole, donc le flagyl, et ça ne s'est rien passé. Et on a fait des tests de provocation à une autre classe, la clarithromycine, donc on s'est écarté l'érythromycine et il ne s'est rien passé. De même que chez cette femme de 39 ans, avec antécédent 10 ans auparavant d'une urticaire à l'érythromycine, on a pu lui donner de la téléthromycine sans problème. Et là, vous avez des protocoles d'accoutumance rapide chez les patients qui sont allergiques à la clarithromycine. Donc, c'est pour dire que c'est possible. On peut faire des protocoles d'accoutumance, mais
Et ces protocoles d'accoutumance, vous voyez bien que ça prend énormément de temps et ça se fait en hospitalier. Là, pareil, donc chez une femme enceinte qui était atteinte de toxoplasmose, qui a développé un rash maculopapuleux, donc un érythème maculopapuleux, avec la spiramycine, et on a pu, donc sur plusieurs jours, parce que c'est une réaction retardée, lui faire une accoutumance. D'abord, 30 minutes, toutes les 30 minutes, les 3 premiers jours, et puis toutes les heures, les 4e et 5e jours, et la tolérance était excellente. Et ces enfants sont nés sans aucun problème. Donc, en résumé, c'est que vous allez vous baser pour l'histoire, donc pour les allergies aux macrolides, sur l'histoire clinique, essentiellement. Et puis, s'il le fallait, faire un test. Ça ne marche pas, là. C'est pas grave, un test de provocation. Et pour les réactions retardées, on peut faire des patch tests à 10% dans la vaseline. C'est notamment notre ami Annick Barbeau de l'hôpital Tenon qui le fait. Alors, qu'en est-il de la pristiniamycine? Ça, c'est un antibiotique extrêmement intéressant. Il n'est pas intéressant comme alternative vis-à-vis des allergies aux macrolides, mais aussi des bêta-lactamines. Pourquoi? Parce que, comme vous le constatez, il a une action anti-staph, anti-strepto et anti-pneumo. Et qu'il est intéressant aussi d'utiliser dans les infections cutanées et des tissus mous. C'est la piostacine, la fameuse piostacine, très ancienne aussi, qui reste d'actualité. Auparavant, dans les années 80, avant qu'on ne fasse ces tests cutanés qui sont très compliqués et fastidieux, mon maître, Denise Monré-Vautrin, elle nous autorisait à donner de la piostacine pour les gens allergiques au bêta-lactamine. On ne savait pas faire l'alternative avec les céphalosporines deuxième génération, troisième génération. On donnait directement de la piostacine pour les gens allergiques au bêta-lactamine. Ça, c'est aussi un take-home message à retenir. Donc, ce qui est intéressant pour la pristiniamycine, c'est qu'elle est responsable de réactions cutanées retardées, mais très peu de cas d'anaphylaxie, mais vraiment très très rare. Alors, la clindamycine, c'est un dérivation pareil, donc c'est de la leucomycine, et malheureusement je suis désolé pour la qualité de l'image, là on ne peut pas faire mieux. Elle donne des exanthèmes maculopapuleux, parfois des pustuleuses exanthématiques aiguës généralisées. C'est un médicament qui est utilisé par les dermatologues pour l'acné, et que l'hypersensibilité immédiate, elle est exceptionnelle pour la leucocine. Là aussi, c'est un médicament safe, que vous pouvez utiliser en toute sécurité. La télitromycine, je ne vais pas m'attarder parce qu'elle n'existe plus. Maintenant, qu'en est-il des quinolones? C'est intéressant, les quinolones. C'est intéressant là aussi, il n'y a pas de test. Les tests ne sont pas validés. Donc, le diagnostic, il va reposer uniquement sur l'histoire clinique. Les patch tests ont été essayés par certaines équipes avec plus ou moins de succès. Les IgE spécifiques sont jamais... On a tenté, vous allez voir, de retrouver les IgE spécifiques pour les quinolones, mais bon, il ne faut pas attendre trop. La volatile et la biologie, dans ce cas-là, ça ne marche pas beaucoup. Mais par contre, certains auteurs ont fait des patch tests pour les réactions retardées. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les quinolones? C'est que toutes les quinolones croisent entre elles. En fait, c'est une allergie de famille. Et quand on est allergique à une quinolone, généralement, le terme allergique, on n'aime pas trop. Parce que quand on parle d'allergie, on parle d'un mécanisme IgE médié. Et il faut plutôt parler d'hypersensibilité. Quand on a une hypersensibilité aux quinolones, il faut éviter toutes les quinolones normalement. Quoique, il y a des
toujours des exceptions. C'est ce qu'on va voir. Alors, encore moins entre quinolone et quinoléine. Donc, tout ce qui est antipaludien de synthèse, le lariam, la nivaquine, etc., ce sont des quinoléines. Ils ne croisent pas avec les quinolones. Donc là, il n'y a pas de problème. On ne peut pas transposer. Alors, vous voyez, heureusement, je ne peux pas. Ah si, ça marche, je ne sais pas si ça marche pas. Ça marche en haut, mais sur le tableau, ça ne marche pas. Alors, vous voyez, la structure des quinolones, ça se ressemble énormément. Donc, vous pouvez le voir pour les fluoroquinolones, la ciprofloxacine, la moxifloxacine et la lévofloxacine. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, c'est la lévofloxacine qui donne le moins de problèmes. Et heureusement, c'est ce qu'on utilise le plus, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et c'est la moxifloxacine qui donne le plus de problèmes, et notamment des réactions anaphylactiques. Alors, 13% d'anaphylaxie au quinolone à la première prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mécanisme n'est pas IgE-médié. Parce que pour que le mécanisme soit IgE-médié, il faut une sensibilisation auparavant. Alors, s'il y a une anaphylaxie à la première prise, ça veut dire qu'il y a autre chose. Donc, on ne connaît pas en fait l'épitope des IgE, il est inconnu. Alors, voilà, ça c'est des statistiques, donc c'est une étude d'Aranda, de Sao Paulo au Brésil, donc, qui a essayé de montrer la présence d'IgE. Regardez, 31% de sensibilité, c'est pas énorme. Mais par contre, il y a un test qui peut être intéressant, c'est le test d'activation des basophiles, qui est assez sensible puisqu'il arrive à 71%. Et quand on fusionne les deux, IgE et test d'activation des basophiles, on arrive à 73% de sensibilité, ce qui est pas mal. Alors, sur le test d'activation des basophiles, certains auteurs ont essayé de donner une alternative, de chercher l'alternative quand on est allergique. Par exemple, là, le premier patient numéro 1, à l'ofloxacine, donc là, ils ont pu lui donner la norfloxacine et la ciprofloxacine sans qu'il ne se passe rien. Pareil pour le patient 4, on a pu donc, sur ce test d'activation des basophiles qui est à 83%, donner une alternative. Donc voilà, donc en résumé, c'est que les réactions sur la base des tests d'activation des basophiles et des IgE spécifiques ont conclu que la réaction est croisée entre quinolones. Et puis, comme message à garder, c'est que c'est des allergies et des hypersensibilités plutôt en augmentation depuis 10 ans. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on les utilise beaucoup, parce qu'ils sont de plus en plus utilisés. Après une première vague des bêta-lactamines puis des macrolides, maintenant c'est la vague des quinolones qui sont les plus utilisées. Ils rendent service. Donc ce sont essentiellement des hypersensibilités immédiates. On a des hypersensibilités retardées. Les tests cutanés, il faut oublier. Et les IgE spécifiques et tests d'activation des basophiles, c'est de l'hospitalier. Et qu'il y a des réactions croisées et que le test de provocation est nécessaire pour compléter le diagnostic. Maintenant, on passe aux sulfamides. Alors ça, c'est un gros morceau. Et c'est des médicaments qui peuvent être méchants. On les connaissez, donc INS, sulfamide, bêta-lactamine, ça vient en premier des hypersensibilités médicamenteuses. Alors, 10% des traitements, c'est énorme. 10% des traitements, ça veut dire que sur 1 million de personnes qui sont traitées par un sulfamide, alors 100 000 vont faire une réaction cutanée. C'est excessivement énorme. Elle est fréquente chez les patients VIH+, ceux qui ont traité les VIH donc le savent. Il n'y a pas de méthode diagnostique validée, mais ce qui est bien, surtout, ça c'est le VIH qui nous l'a appris, c'est qu'on peut faire des accoutumants et des inductions de tolérance, malgré tout. Alors,
c'est une grande famille, vous allez le voir, mais ils ne croisent pas entre eux, heureusement. Alors regardez, et il est magnifique ce tableau, j'aime beaucoup, parce que et là malheureusement mon pointeur me fait défaut, regardez ce noyau qui est commun aux sulfamides. C'est le noyau sulfonyle. Mais les sulfamides, regardez, vous avez la partie à ma droite et à votre gauche à vous, qui est la partie des antibiotiques. Alors, c'est la diazyle, la flamazyle, la bactère. Regardez bien sa formule chimique là. Vous la voyez? Et essayez de comparer avec la partie qui est au milieu, ça n'a rien à voir, ou la partie qui est à l'extrême droite, ça n'a rien à voir. Alors, la partie qui nous intéresse dans les sulfamides antibiotiques autres, c'est la partie qui est à votre gauche, qui est caractérisée par la présence d'un noyau arylamine. Ce sont ce qu'on appelle les sulfonyles arylamines. Et puis vous avez toute la famille des non-sulfonyles arylamines. Et ça, vous les connaissez, vous travaillez avec. Vous avez des antihypertenseurs intracrâniens comme le Diamox. Vous avez des antidiabétiques oraux. Vous avez des antidiurétiques, le Lazilix, les hydrates. Et vous avez aussi des anti-inflammatoires, le Celebrex. Contrairement à ce qu'on pensait. Et puis vous avez aussi des antiviraux. Tout ça, c'est la même famille des sulfonyles, des non-sulfonyles arylamines, parce que donc c'est la fonction arylamine qui est responsable de l'hypersensibilité. Et comme ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas croiser avec la première. Et pareil pour cette partie-là, donc des médicaments qu'on utilise dans la migraine. Alors, voilà le mécanisme de la réaction d'hypersensibilité IgE dépendante liée au noyau, donc hétérocyclique aromatique. Et la réaction retardée, elle est plutôt liée à l'arylamine. Ça, c'est ce qui concerne les sulfamides antibiotiques. La clinique, donc, on peut avoir des réactions d'hypersensibilité immédiate ou des réactions d'hypersensibilité retardée. Des réactions de type 2 sont rares, mais ce qui est fréquent, ce sont des exanthèmes maculopapuleux qui en vont apparaître à partir de la première, deuxième ou troisième semaine du traitement. Alors notamment des dresses, des layelles et de l'érythème pigmenté fixe. Et bien sûr, les sulfamides sont responsables de réactions de photoallergie. Alors, test diagnostic, oui, mais bon, ça, c'est pas validé, mais il y a des équipes qui ont essayé. Le seul test gold standard, c'est le test de provocation de réintroduction. Alors, allergie croisée entre sulfamides antibiotiques et non antibiotiques. Donc, ça, je l'ai dit, donc il n'y a pas de réaction croisée, du fait que les autres, ils n'ont pas la fonction arylamine. Donc, en résumé, les patients hypersensibles aux sulfamides antibactériens ont un risque 6 fois plus élevé de réaction aux sulfamides non antibactériens. Mais ça, c'est uniquement des statistiques, il n'y a pas de lien lié à la structure moléculaire. Les mêmes sujets ont réagi plus fréquemment au pénicilline, à autre chose. C'est une réaction de terrain, en fait. Donc, on en conclut qu'il y a une prédisposition aux réactions d'hypersensibilité plus que d'existence de réactions d'allergie croisée. Je peux terminer maintenant. Donc, le Celebrex, on l'a dit, donc c'est pas la peine qu'il n'y ait pas de réaction croisée. Il va rester juste les glycopeptides. Voilà, donc ça c'est dit. Alors, cette revue de la littérature, donc de 66 à 2004, montre qu'il n'y a pas il apparaît que cette notion d'allergie croisée ne repose sur aucune donnée valable. Donc, en conclusion, les manifestations cutanées sont
essentiellement retardée, l'anaphylaxie est rare, les tests cutanés sont non validés, les réactions croisées entre les sulfonylines, arilamines et non-sulfonylines, telles que les diurétiques, les antidiabétiques oraux, ne reposent sur aucune donnée. Et en cas d'hypersensibilité aux antibiotiques sulfamides, seule la salazopérine, oui, pour le problème intestinal, celle-là, elle peut croiser. Alors, il reste, si vous permettez, donc quelques mots sur la vancomycine, parce que c'est un antibiotique important, surtout en milieu hospitalier. C'est la famille des glycopeptides et elle est utilisée dans les infections nosocomiales. Et c'est une alternative thérapeutique en cas d'allergie au bêta-lactamine. C'est le fameux Red Man Syndrome, donc l'homme rouge. C'est un rash cutané, urticaire, douleur, etc. C'est une histaminolibération en fait, c'est pas un mécanisme IG médié, et c'est lié à la vitesse de perfusion. Donc quand vous diminuez la vitesse de perfusion, vous donnez des antihistaminiques, c'est ce que Jean-François Nicolas vous disait il y a deux semaines, c'est une fausse allergie, vous pouvez continuer à donner. Voilà, donc cette diapo résume tout. La vancomycine, donc il y a des protocoles d'accoutumance, mais ça, regardez, il y a 14 days. S'il faut attendre 13 jours pour traiter quelqu'un qui en a besoin, non, il faut chercher autre chose. Bon, ça c'est la même famille, ça donne les mêmes symptômes. Sauf que pour la thécoplanine, le targocide, il y a possibilité d'hypersensibilité retardée, un syndrome de Leyel, de Stevens-Johnson ou de Ritten-Polymorphe. Vous voyez la complexité de la molécule. Hein. Pareil, ça donne l'homme rouge. Hein. Ce sont les réanimateurs qui connaissent ces produits, qui travaillent avec. Nous, généralement, on n'a pas accès à ces. Et puis, cette équipe a essayé de réintroduire avec succès pour certaines personnes qui étaient allergiques à une molécule de donner l'autre, et ça a bien marché. Donc on peut faire des prick tests, oui, on peut s'amuser, mais bon, c'est pas validé. En conclusion, la clinique est souvent insuffisante, les tests cutanés sont non validés, mais des limites sont proposées, il n'y a pas d'issue, les tests d'activation sont discutés, dont la nécessité de recourir à des tests de réintroduction de provocation orale. Et je vous remercie pour votre attention. Pour les deux premières interventions, donc on commencera peut-être par la présentation de Dr Tazi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pour les allergies vis-à-vis des bêta-lactamines, je pense que pour les réactions retardées, personnes qui type 4, il y a des gens qui préconisent de passer directement au TPO, parce que c'est délicat de les interpréter. Deuxième question, pour ce qui concerne l'allergie vis-à-vis de l'acide clavulanique, je pense, par contre, j'ai vu une publication où il parle d'une progression vis-à-vis de l'allergie vis-à-vis de l'acide clavulanique. Ils se sont aperçus après les tests cutanés, après les tests cutanés à l'amoxicilline protégée, le test cutané était positif. On n'avait pas d'argument pour l'allergie vis-à-vis de l'amoxicilline. Et on s'est aperçu que c'était un test cutané positif vis-à-vis de l'acide clavulanique. Donc c'est une allergie qui est actuellement en voie de progression. Troisième point, l'allergie croisée vis-à-vis entre les bêta-lactamines et les céphalosporines, il était considéré comme étant entre 10 et 30%. Actuellement, il s'avère qu'il est en baisse. Il ne dépasse pas 3%, vous avez parlé de 3%. Dans une étude qui a été faite dans un centre de radiologie en France, il s'est avéré qu'il y avait uniquement dans les 1% à l'hôpital tenant à Paris. Merci. Vous avez dit qu'ils avaient fait des tests à l'amoxicilline et que ce n'était pas prouvé. On n'a pas l'acide clavulanique tout seul à tester.
Donc en général, qu'est-ce qu'on fait? On va tester l'amoxicilline seule et on va tester l'acide clavulanique seul. Si on a une réaction positive aux deux, eh bien, il est clair que c'est une allergie à l'amoxicilline. Par contre, si vous testez les deux et que vous n'avez pas de réaction du tout, donc pas de réaction du tout, mais si vous avez une réaction qui est positive à l'augmentin seul, enfin la combinaison, et pas à l'amoxyl, donc là ce sera l'acide clavulanique. En fait, on procède par élimination vu qu'on n'a pas l'acide clavulanique tout seul. C'est pas en se basant sur le test de l'amoxicilline seule qu'on va se dire est-ce qu'on a une allergie ou non aux deux. On teste l'association amoxicilline-acide clavulanique. Oui, tout à fait. Nous allons compte qu'il y a un test, un test qui est positif, mais on n'a Ah, pas le prix d'argument, test, on est monsieur, presque non. sûr C'est qu'il y a l'IDR. des Non, gens- c'est pas le prix test. C'est des IDR. On n'a pas d'argument pour l'allergie vis-à-vis de l'amoxicilline. C'est- Donc, c'est l'amoxicilline, il n'y a pas d'allergie vis-à-vis de l'amoxicilline. Mais sûr qu'on n'a pas une histoire clinique, on n'a pas les prix de test, ils sont négatifs. On peut faire même une TPO vis-à-vis de l'amoxicilline. On ne les patche même pas. Leïla, s'il te plaît, c'est une question très intéressante. Peut-être que vous pouvez la discuter tout à l'heure pendant le repas. Mais, on mais n'a je pas tiens, fini la matinée. excusez-moi, mais je tiens quand même à préciser, parce que c'est très important, que les... Non, mais ça c'est une notion qui est très importante. Steven Johnson Lyell Dress, vous n'y touchez pas, ni de près ni de loin, ni patch, ni IDR, et encore moins TPO. Je le rappelle, visiblement le message n'est pas complètement passé. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Une dernière question, parce que vraiment on est très très en retard. Et de guérison d'allergie au bêta-lactamine. Où est-ce qu'on est? Les années 2000. Bah, si tu prends pas de bêta-lactamine 10 ans après, tu es guéri. Il faut te resensibiliser pour redevenir allergique. Voilà, M. Bousquet est là, donc c'est son service, c'est le patron de Pascal. Donc il le fait dans les anaphylaxies quand le médicament est nécessaire. Mais seulement pour l'accoutumance, le corps oublie. Une fois que vous avez terminé votre cure, si vous voulez refaire une nouvelle cure, vous refaites l'accoutumance. Mais l'équipe de Montpellier, elle fait des accoutumances pour les chocs anaphylaxiques et anaphylaxies graves à tous les médicaments.